Bonjour, bonjour, très heureuse et ravie de vous retrouver ce matin, mais également le cœur meurtri par rapport à tout ce qui se déroule du côté de la bande de Gaza, cette prison à ciel ouvert qui a vu le décès et le massacre perpétré contre 12 000 personnes donc on a perdu dans cette bande de Gaza des Palestiniens. En l'occurrence, 5 000 enfants donc, font partie de ce bilan très alourdi, de plus en plus alourdi, donc aux yeux et au vu de tous. Et bien sûr, il y a parallèlement à cela une cascade de réactions positives, des réactions donc qui appellent au cessez-le-feu, à l'arrêt des violences perpétrées contre les Gazaouis. Et bien sûr, nous reviendrons sur cette cascade justement de réactions qui offre une petite once d'espoir à ce peuple complètement meurtri. Donc nous y reviendrons tout à l'heure avec Yazid Ait Mahieddine dans son espace éditorial, et puis nous parlerons aussi de l'actualité de cette semaine en Algérie, notamment à Alger où a eu lieu tout récemment cette semaine de l'entrepreneuriat, prise en charge et organisée dans différents établissements universitaires et instituts de formation professionnelle. Donc tout un regroupement de personnes à l'effet de diffuser toute l'information utile à nos étudiants par rapport à des perspectives professionnelles. Nous en parlerons ce matin à travers l'expérience particulière de l'École nationale polytechnique qui a été donc dans cette organisation globale à travers les 58 wilayas du pays. Par ailleurs, nous parlerons d'un événement qui est en passe justement d'être organisé tout prochainement. Donc, nous sommes à J-2 de l'organisation de la seconde édition de l'EduTech, donc qui aussi met en avant différents acteurs liés notamment à la formation, je dirais l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et les technologies de connaissances, donc avec un nombre d'expositions, de conférences, de rencontres B2B et des VIP. On aura le détail dans un instant avec un membre de l'organisation, une cofondatrice de cet événement, l'EduTech en l'occurrence. Dans cette matinale, nous parlerons d'un sujet qui commence à avoir de plus en plus d'intérêt, la gérontologie en l'occurrence, à travers l'expérience d'un centre de ressources dont le directeur sera parmi nous ce matin pour nous parler du métier d'auxiliaire de vie, mais aussi de toutes les dispositions nouvelles liées à ces professions qui permettent de prendre en charge les personnes âgées dans notre pays. Encore une fois, merci d'être avec nous ce matin et comme d'accoutumé, nous démarrons, j'y arrive, notre magazine avec un point météo. Aujourd'hui, il est signé Mina Abed. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Mina. Bonjour Adia, bonjour à tous. Très contente de te retrouver ce matin. Contente aussi. Ouais. Je n'ai pas pris de parapluie ce matin, mais je ne sais pas si j'ai bien fait. Tu as très bien fait. Ah, d'accord. Alors, ça veut dire que le beau temps perdure. Exactement. Et le soleil va être certainement visible sur nos cartes ce matin. Merci de nous donner le détail, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Rebonjour à tous et très bon réveil. Un petit peu de brume ce matin en début de matinée sur les régions côtières. Et puis le ciel restera toujours dégagé vers l'ouest et le centre. On notera des passages nuageux vers la partie est avec possibilité de quelques gouttes de pluie à partir de la soirée. Puis sur la partie sud, on notera un ciel voilé également vers l'extrême sud, le long des frontières algéro-maliennes, le Gard et le Tassili avec de fréquents soulaments de sable. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord jusqu'à 28 degrés. On notera une hausse insensible du mercure, 28 degrés donc du côté d'Alger, 27 degrés à Tizi Ouzou, on notera 24 degrés à Tlemcen, 26 degrés à Annaba, 24 degrés à Constantine, on notera 22 degrés du côté d'Oran, 24 degrés à Gardaya, Hassim Saoud, 25 degrés à Béchar, 28 à Tindouf et enfin 33 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme vers la partie ouest, calme un peu agitée sur le centre et l'est avec des vents entre 10 et 15 km/h sur la partie ouest et entre 10 et 20
km/h sur le centre et l'est. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. Beaucoup de pluie du côté de Vienne, Berlin, Londres, des passages nuageux à Paris, un ciel plutôt voilé du côté de Rome. Et puis côté température, on notera 8 degrés à Istanbul, 19 degrés à Rome, 9 degrés à Vienne, 12 degrés à Berlin, 14 à Londres et Paris. Et enfin 19 degrés à Madrid. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Mina, pour toutes ces précisions. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonne journée. Voilà, une bonne matinée à tous, tous ceux surtout qui sont avec nous ce matin, donc qu'on remercie pour leur présence et leur accompagnement. Donc nous vous accompagnons également jusqu'à 9h30 ce matin, donc avec une multitude de thématiques liées essentiellement, je trouve, à la à la formation professionnelle et justement à toutes ces perspectives qui attendent nos étudiants et nos universitaires avec différentes organisations qui permettent d'avoir de la visibilité par rapport à leur futur. Ce matin, donc, nous parlerons d'une région dont le futur est véritablement incertain. Elle est sous les bombardements Gaza depuis le 7 octobre dernier. Donc nous accompagnons la douleur de nos amis et frères palestiniens par justement la présence parmi nous tous les dimanches de Ezideh Mahidine qui revient sur les réactions les plus récentes, mais aussi par toutes ces belles voix, ces chanteurs donc, qui justement rendent hommage à la Palestine, à l'instar de Mohamed Youssef et Mohamed. Mesdames, Messieurs, gloire aux martyrs de Gaza et surtout à nos confrères, justement, les journalistes sont tombés cette semaine voilà, sous les balles assassines des Israéliens. Nous déplorons justement la mort aussi des 5000 enfants palestiniens parmi 12 000 donc, décédés et assassinés par les balles israéliennes. Alors aujourd'hui, nous y reviendrons dans un moment, mais avant, nous allons parler d'un événement. Donc, on est à J-2 de l'organisation de l'EducTech, donc pour sa deuxième édition. Donc, un salon qui est dédié à l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et les technologies de la connaissance. Et pour en parler, qui est mieux qu'un membre de l'organisation et coordinatrice du salon, il s'agit de Faiza Mitourni qu'on a plaisir à recevoir ce matin. Bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci pour votre accueil. Oui, on est très content d'en parler parce qu'il me semble que ça a été un franc succès l'année dernière. Tout à fait, donc on revient pour une deuxième édition cette année après le succès de la première édition où on a eu énormément de visiteurs, plus de 15 000 visiteurs, une centaine d'exposants, des talks, des conférences. Donc ça a été un événement qui a vraiment plu au public et qui a été riche en termes d'échanges pendant toute la durée de l'événement. Absolument. Cette année, donc, vous l'avez placé sous un slogan particulier, les compétences du 21e siècle, outils et enseignement. Donc, est-ce qu'on s'attendra à ce qu'il y ait vraiment une information concentrée autour des technologies et le rapport dans ce domaine en particulier? Bien sûr, aujourd'hui on sait que les technologies ont un fort impact sur l'éducation. Donc on a vécu ça surtout en période de Covid. On a vu la nécessité de maîtriser les technologies pour avoir le e-learning, pour avoir accès à la connaissance quel que soit l'endroit. Et en fait, le salon, c'est exactement, il s'agit de l'accès à la connaissance, quelle que soit la connaissance, qu'il s'agisse d'éducation, d'apprentissage, quel que soit l'âge. Donc, le but, c'est que l'être humain puisse apprendre tout au long de sa vie. C'est pour ça qu'il sera question en aussi de citant justement la Covid et cette pandémie, effectivement, il y a des établissements universitaires, des écoles prestigieuses qui ont conservé l'enseignement hybride à ce jour et qui ont instauré de nouvelles méthodes d'enseignement et de transmission des connaissances. Bien sûr, c'est entré un peu dans les mœurs où aujourd'hui les gens se rendent compte de l'impact positif en fait que peuvent avoir les technologies sur l'enseignement.
Très bien. Donc pour cette seconde édition, on disait tout à l'heure qu'on allait certainement mettre en avant les avantages et les défis liés à l'utilisation des technologies numériques dans ce domaine, le domaine de l'accès à la connaissance en particulier. Donc comment s'articulera cette diffusion de l'information au sein du salon, cette plaque tournante justement pour tous les acteurs du domaine? Alors pendant le salon, nous avons prévu plusieurs activités pour justement parler de ça. Donc nous avons le côté exposition où nous recevrons des écoles, des universités, des instituts de formation, mais aussi les startups. Il y a aujourd'hui beaucoup de startups en Algérie qui développent des solutions innovantes dans l'éducation. On a aussi les fournisseurs de matériel pédagogique. En fait, il s'agit de réunir vraiment tous les acteurs qui contribuent à la diffusion de la connaissance. Et on a aussi la partie conférence. Donc on a une salle de conférence au cœur du salon qui permettra d'accueillir des experts pour des échanges, pour discuter ensemble des thématiques nouvelles pour cette année. D'accord, donc il y aura du B2B, des conférences, un cycle de conférences intéressant certainement. Et vous avez des VIP, on peut peut-être citer des noms? Alors, nous avons le professeur Larjan qui vient du Canada pour animer une conférence. On a Dr Bekis, Dr Ahmed Mir. On a une panoplie d'experts qui viendront échanger sur l'éducation et sur les technologies nouvelles en Algérie. Très bien. Il y a aussi, il y a toujours des workshops en marge d'un salon. Est-ce que c'est prévu encore cette année? Bien sûr, tout à fait. Donc nous, nos workshops, on les intitule EducTalk. On laisse la parole à nos exposants pour présenter leur success story autour des produits, services qu'ils proposent sur le marché. Donc, par exemple, certains développent des plateformes d'IA pour le e-learning. Donc, ça sera une des thématiques, ça sera l'apport de l'IA dans l'e-learning. Ça parlera aussi de l'apprentissage par le jeu. Donc, nous avons pas mal de thématiques très intéressantes qui seront abordées cette année. Le programme sera disponible bien sûr sur notre site web pour les personnes qui veulent assister, car les conférences, ces talks sont ouvertes à tout le public. Très bien. Il y a aussi le Business Match, donc un autre espace que vous organisez au profit justement de tous vos partenaires dans le salon, n'est-ce pas? Exactement. Donc nous avons le B2B Lab, qui est une application développée qui permet aux gens de matcher avec les personnes disponibles. Donc à travers l'application, ils prennent rendez-vous avec l'exposant de leur choix pour des rencontres professionnelles un peu privilégiées. Donc ils auront un endroit pour eux pour discuter ensemble des opportunités d'affaires disponibles. Et bien sûr, ça met aussi, ça épice un petit peu un salon, des challenges ou alors des concours. Et je pense que vous avez pensé aussi à cette manière justement d'encourager, de stimuler certains étudiants, entre autres. Tout à fait. Donc, nous avons le concours déjà du meilleur enseignant online, donc, dont la deuxième édition s'est déroulée aussi cette année. Donc, la première édition s'est déroulée l'année dernière. Et la nouveauté de cette année, c'est que nous avons décidé d'octroyer des prix pour plusieurs catégories. Donc, nous avons l'enseignement général, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Donc, pour chaque catégorie, il y aura 3 gagnants, dont la cérémonie se déroulera le dernier jour du salon, le 25. D'accord, donc vous avez appelé ça OATA, c'est bien ça? Tout à fait. Donc Online Algerian Teacher Awards, c'est bien cela. Donc il y a un vote en ligne qui permettra au public d'évaluer. Donc c'est pas en interne. Non, pas du tout. Le vote en ligne est ouvert jusqu'à demain d'ailleurs, où le public peut voter pour son enseignant préféré. En fait, le concept, c'est que les enseignants ont enregistré leurs cours en ligne, les ont mis sur la plateforme et les votants peuvent aller et choisir leur enseignant online préféré. Très bien. Qu'en est-il? Tout à l'heure, vous avez cité les startups, leur importance, le développement de cette dynamique des startups au sein dans les milieux étudiantins et pas que. Donc, elle aura une visibilité lors de cet événement, mais de quelle façon et avec quelle proportion? Bien sûr, donc nous dénombrons un nombre de 15 startups qui seront présentes sur le salon. Donc nous avons un village startup qui permettra de regrouper certaines qui sont dans le domaine. Donc, et nous aurons aussi quelques autres startups dans le salon qui seront présentes pour proposer leurs solutions. Très bien. En tout cas, c'est un grand espace qui est prévu à cet effet. Donc,
2500 mètres carrés à peu près, donc Oui. pour tout ce monde. J'espère qu'ils seront nombreux, en tout cas, à rejoindre le salon. Et qu'en est-il du cycle de conférences? Est-ce qu'il y a des horaires particuliers? Est-ce que c'est tout au long de la journée? Comment est-ce qu'on peut se programmer une journée à l'EducTech? Bien sûr, donc le premier jour, les conférences commenceront à 13 heures. Donc nous avons un panel qui se réunira autour d'une thématique bien précise. Donc nous avons une thématique par jour et les panels seront suivis de talks. La salle de conférence sera animée tout au long de la journée. Donc nous avons des créneaux prévus pour plusieurs exposants, c'est-à-dire une personne qui vient à EducTech pourra visiter l'exposition et pourra assister aux plusieurs talks qui seront animés pendant la journée. Très bien. Le déclic, il y a des salons qui s'organisent ici et là, des salons professionnels, mais qu'est-ce qui fait un petit peu la particularité de l'EducTech? Qu'est-ce qu'il apporte dans ce paysage justement en particulier? Tout commence par l'apprentissage et l'enseignement. Donc, il nous a paru très intéressant de développer un salon dans ce sens-là, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas un salon en Algérie dédié d'une part à l'éducation et d'une part au numérique. Donc, nous avons essayé de jumeler ces deux parties pour faire d'EducTech ce qu'il est aujourd'hui. Excellent. Donc voilà, donc il est dit par rapport à cette vocation, à cette volonté justement de mettre en avant les différents avantages et tous les défis qui attendent nos universités par rapport à ce domaine. Parce que c'est vrai qu'on avance à grands pas, on dira. L'Algérie quand même évolue à grands pas dans ce sens. Le défi technologique, en l'occurrence l'utilisation et l'usage de la technologie pour le e-learning ou l'apprentissage de manière générale. Exactement. En fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la technologie avançait à grands pas. Mais d'un autre côté, nous avons des personnes qui ont été formées de manière assez traditionnelle, qui ont du mal à suivre ces technologies. Donc, ce n'est pas juste par rapport au petit enfant à qui on va donner une tablette et qui va vite s'adapter. Aujourd'hui, nous avons des milliers de personnes qui ont des emplois, mais qui n'arrivent pas forcément à suivre cette tendance ces avancées technologiques. Donc, l'objectif est justement de mettre l'accent sur la formation continue, sur toutes les écoles de formation qui sont disponibles en Algérie et qui permettent de suivre cette tendance et de se reconvertir, pourquoi pas pour beaucoup de personnes. Donc nous parlerons aussi pendant un salon de reconversion professionnelle pour pouvoir suivre les avancées technologiques. Vous parlez de reconversion, moi je citerai aussi le recyclage parce qu'on a besoin effectivement d'actualiser les fichiers et de se mettre au diapason de ce qui se fait à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle mondiale. Donc les entreprises gagneraient justement à découvrir tous les outils proposés et toutes les écoles qui permettent cette formation continue pour leur personnel. Ce serait aussi avantageux pour elles. Bien sûr, d'ailleurs, nous, en termes de visitorat, on cible certes les étudiants qui viennent, les parents d'élèves qui viennent aussi pour découvrir un parcours scolaire ou un équipement pour leur enfant, mais surtout les RH des entreprises, donc les directeurs de ressources humaines qui peuvent venir trouver des cycles de formation pour leurs employés, trouver des équipements pédagogiques qui peuvent leur permettre d'avancer dans leur travail. Donc, nous ciblons aussi énormément les entreprises qui peuvent venir trouver une offre de formation adéquate pour leurs collaborateurs au sein du salon. Absolument, dans la mesure où vous voyez, depuis tout à l'heure on discute et on intègre par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de la langue, une terminologie anglo-saxonne, donc on sort un peu du français, donc l'acquisition de connaissances en termes de langue linguistique est aussi d'actualité dans les différentes entreprises, les établissements donc, et institutions sont en train de se rapprocher de plus en plus de cette langue anglaise qui est la langue universelle par excellence. Bien sûr, d'ailleurs, nous aurons parmi nos exposants, sans citer de nom, des centres de formation qui proposent des formations anglophones pour les apprenants. Très bien. En tout cas, voilà, que vous dire, si ce n'est de vous demander d'abord de nous rappeler les dates, les horaires de visite, etc., l'endroit exact où se déroulera l'événement. Donc, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, donc l'EducTech,
Voilà, on a déjà l'affiche qui apparaît pour cette deuxième édition. Donc, voilà, qui a pour slogan les compétences du 21e siècle, outils et enseignement. Ça se déroule où, comment? Alors, ça se déroule à la SAFEX, au pavillon U, plus exactement. Donc, du 22 au 25 novembre 2023. Le premier jour, ça sera à partir de 13h, donc de 13h à 18h. Et le reste des jours, ça sera de 10h à 18h. Ouvert à tout le monde. Donc, nous avons même la préinscription en ligne qui est disponible sur notre site web, où vous trouverez d'ailleurs toutes les informations nécessaires par rapport au déroulement du salon. En tout cas, merci infiniment pour cet éclairage. Je vous souhaite bon vent pour tout ceci. Merci à vous. Vous aurez beaucoup de travail en qualité de coordinatrice. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. Faiza Mitourni, donc coordinatrice du salon EducTech. Et puis, sans plus tarder, nous allons rejoindre cette exposition organisée donc, au niveau du Centre culturel Mustafa Kateb, qui a pignon sur rue en plein cœur d'Alger, et c'est Feri El Hamdi qui nous fait la visite guidée au sein de ce centre et de cette belle exposition. Fait office de vitrine d'un savoir-faire et permet aux visiteurs de découvrir tout ce que l'on peut réaliser avec des moyens simples et la panoplie de produits spécifiques à chaque région du pays. En général, on fait de la couture, on fait de la broderie aussi, on fait la touche, on essaye de faire la touche algérienne sur les poupées. On a touché presque toutes les wilayas. C'est un peu tout. Bon, on avait de l'expérience des colonisman. Et comme on a vu, tout le monde a négligé ce métier. On néglige les tenues, on néglige les traditions d'autres pays, non. Alors on a voulu mettre la touche algérienne. Une exposition qui vise principalement à promouvoir, développer et faire connaître les activités de l'artisanat traditionnel, des métiers qui sont menacés de disparition. C'est une ancienne broderie de mes grands-mères, enfin. تعلمناها عليهم. حنا زدنا برك في لي كولور باسكو دوكا طورت لي كولور تاع الصوف. Par exemple, on fait des mouches. في الصحراء كاين des mouches. On fait des palmiers, جريد. On fait des couleurs de sable, des couleurs de scorpions, les insectes, les canotema, les lézards, les scorpions et tout. Ça fait partie de l'entourage de l'environnement. maison, c'est-à-dire qui se transmet de père en fils, c'est-à-dire بابا الله يرحمه كان يخدم وجدي ثاني, c'est-à-dire mon grand-père et mon père. C'est un métier comment dire, je le fais avec passion, parce que c'est un métier qui est dans notre famille, je pense qu'il dépasse les 4 générations. On l'appelle tefzine. Voilà. La preuve, elle est faite de 2 côtés. C'est une très belle pièce. C'est madame qui m'a ramené pour une petite réparation. Ah ben voilà, j'étais en train de dire à mes invités que ce serait leur tour d'intervenir juste après notre reportage et voilà que je suis prise au flagrant délit. Voilà. Bienvenue à nos invités, en tout cas vous êtes les bienvenus. Bien sûr, vous êtes monsieur Mourad Kacher, bienvenue. Vous êtes docteur gériatre, oui, médecin gériatre, et puis vous êtes aujourd'hui en compagnie de Mehdi Talaboulma, directeur d'un centre de ressources pour vieillissement et puis donc un portail, on dit comme ça, portail de gérontologie. Oui, oui. Gérontologie plutôt. C'est un nom certes qui n'accroche pas, mais ça reste quelque chose qui explique qu'on essaie d'apporter comme une ouverture
à cette nouvelle discipline. Oui. Donc, la gérontologie, c'est l'étude du vieillissement humain, donc sur tous ces aspects. Et puis voilà, c'est un nouveau domaine, donc on essaie de contribuer en apportant des ressources alors, à tous les acteurs, que ce soit entreprises, associations, particuliers. Alors, pour les familles, on a un petit annuaire dans lequel... Quand vous dites un nouveau domaine, il existe déjà, enfin la prise en charge des personnes âgées a fait de grands pas à l'étranger. Donc chez nous, c'est quand même un domaine un peu quand même qui démarre tout doucement, c'est bien cela? Tout à fait. Alors, il faut dire qu'on a déjà une loi relative à la protection des personnes âgées depuis 2010, donc ça donne quand même un bon début au secteur. Sinon, dans le privé, l'aide à domicile, c'est depuis 2016. Donc voilà, on a quand même une dizaine d'entreprises sur Alger. Et c'est un secteur, comme vous dites, qui se développe petit à petit, il y a un intérêt, et puis c'est porteur, hein, puisque la gérontologie, ce n'est pas uniquement l'aide à domicile, il y a d'autres activités autour. On peut citer la domotique, on peut citer, donc c'est un appel à l'entrepreneuriat en général. Donc on peut investir sur pas mal de secteurs en ce qui concerne la protection des personnes âgées. Oui, peut-être parce que vous êtes installé en France, Monsieur Kacher, et vous connaissez l'expérience dans ce pays, mais aussi en Europe, ce sont des sociétés qui sont en plein vieillissement, c'est-à-dire que là, on a un potentiel jeunesse qui est un peu plus bas que le nôtre. Donc il y a une réflexion qui a commencé, qui a été entamée beaucoup plus, bien avant nous, effectivement. Voilà, je présente déjà la spécialité. Je suis gériatre, c'est-à-dire spécialiste en personnes âgées. Comme on dit pédiatrie inférieure à 16 ans, nous on s'occupe des personnes âgées plus de 65 ans. Cette spécialité, elle existe depuis plus de la gériatrie en France, par exemple, plus de 30 ans. Et comme vous avez dit, c'est-à-dire la population en Europe, elle est vieillissante. Et nous, on dit toujours on est un pays jeune, mais il y a 5 millions. En 2023, on est 5 millions de personnes âgées en Algérie. C'est-à-dire ça commence à bouger. D'ailleurs, on fait des congrès de gériatrie, etc. Il y a un module pour les médecins qui se forment de 3 semaines. Voilà. Et aujourd'hui, mais la spécialité n'existe pas encore chez nous. La gériatrie n'est pas enseignée chez nous. La spécialité de gériatrie n'existe pas, et ça, on commence à l'instaurer maintenant. Cette année, dans 10 ans, on aura un spécialiste. Alors, il est temps d'instaurer cette spécialité ici en Algérie pour prendre, avec les bonnes pratiques gériatriques, nos personnes âgées, nos parents, ici en Algérie. Absolument. Donc, vous participez à des conférences à travers le monde. Vous êtes l'un des conférenciers les plus présents donc, par rapport à cette spécialité en particulier. Et donc, vous venez très souvent en Algérie pour apporter la même expertise aussi. Voilà, c'est-à-dire je suis, on va dire 6 mois ici, 6 mois en France, ça fait un mois. Et dans les moments où je suis ici en Algérie, j'essaie d'apporter ce que j'ai eu en France, ou mon expertise gériatrique, j'essaie de la donner aux médecins en premier lieu, et surtout aux aidants au domicile, parce que nous, nos parents, c'est les aidants. C'est qui? C'est les enfants qui prennent en charge nos parents, surtout l'Alzheimer, etc., etc. Oui, certaines pathologies qui demandent vraiment de l'aide en général. Vous avez cité l'Alzheimer. Moi, je citerai aussi le Parkinson et d'autres pathologies qui sont assez lourdes. Et vous êtes donc en partenariat pour ce projet d'aide à domicile? Tout à fait. On a beaucoup de terrains d'échange, que ce soit sur l'entrepreneuriat, l'aide à domicile, la réflexion commune, le gros travail de réseau qu'on a entamé en 2021. Donc, au début, c'était entre associations, on s'est réunis, ensuite entre acteurs de façon générale, et puis là, on passe vers un travail de spécialisation. Donc, on a essayé de faire un premier réseau de coordination, c'est-à-dire il y a plusieurs niveaux de réseau, et celui-là, c'était d'avoir 3 entreprises, donc de soins, d'aide à domicile et une clinique, qui est un peu le même dossier patient. C'est un 3e niveau de coordination. Sinon, pour le reste, on va entamer à partir déjà du 13 janvier, Inch'Allah, on va réunir quelques entreprises pour ouvrir un dialogue. Oui. Et puis aller plus tard vers des coordinations plus importantes en impliquant la recherche scientifique, etc. Donc, voilà un peu le travail qu'on fait. Voilà, c'est le portage gérontologique Mehdi a créé. Vraiment, je suis agréablement surpris par cette idée, parce que ça existe. C'est le guichet unique en France. On appelle au Canada, par exemple, le guichet unique. C'est-à-dire la personne âgée ou les aidants,
Comme ça, c'est-à-dire au lieu de chercher... D'être perdus, voilà, ils ont une source voilà, ils vont aller d'information au portail gérontologique, ils ont accès à plein d'aides, parce qu'on on est un peu dispersé dans nos actions. Ce portail gérontologique ou le guichet unique va réunir toutes ces actions-là et orienter les personnes dans ce sens. C'est comme un comité local d'information et de coordination qui existe. Absolument. Donc vous venez de mettre en valeur une idée cruciale, importante. C'est vrai, c'est le fait qu'on ait comme ça un point de chute pour avoir glané l'information utile pour la prise en charge de nos personnes âgées. Effectivement, ça c'est très intéressant. Et c'est vrai que vous disiez, hier on a eu une conversation durant laquelle vous me disiez avoir l'une des bibliothèques les plus importantes en matière d'information. Tout à fait. Donc en termes de ressources, aujourd'hui on est 60 références et ça grandit chaque semaine. Donc on espère atteindre les 200 d'ici la fin de l'année. Et en matière de ressources, on a aussi l'annuaire qui est très important. Donc c'est un petit carnet dans lequel il y a les entreprises d'aide à domicile. On l'édite chaque année depuis 3 ans. Cette année, on va passer à 8 entreprises sur Alger uniquement malheureusement. Mais sinon, ça permet de donner des ressources. Et puis on peut citer aussi l'équipement. Là, ça c'est important pour le secteur associatif qui malheureusement n'a pas encore d'outils audiovisuels importants. Donc on essaye, ça sera incessamment, on va leur offrir donc un équipement audiovisuel uniquement dédié aux associations pour pouvoir valoriser leur travail. Donc à titre d'exemple. Voilà, et vous essayez aussi de donner de la valeur à ce métier d'auxiliaire de vie. C'est-à-dire qu'un auxiliaire de vie doit être formé correctement, convenablement pour une prise en charge aussi sensible, n'est-ce pas? Absolument. Oui, vous voulez intervenir, monsieur Cachat? Auxiliaire de vie ou aide-soignant et tout ça, parce que les domiciles, en général, si on a des aides, ils ne sont pas trop formés, parce que les escars et tout ça, ce n'est pas tout le monde qui peut éviter les escars. Alors, les formations pour les auxiliaires, très important. Et la gériatrie, c'est une discipline multidisciplinaire par rapport à d'autres spécialités, c'est-à-dire tout le monde est important, le médecin, l'infirmier, l'aide-soignante, le psychologue, le kiné. Sans ça, on ne pourra pas faire du bon travail avec la personne âgée. Voilà. Pour ça, les formations, on y a accès, on axe sur ce problème-là de former. Et on est en collaboration avec Mendy, lui jeune, moi un peu âgé, c'est-à-dire l'expérience avec la jeunesse. Très fort en informatique, on essaye d'étaler tout ça sur l'Algérie parce que ce projet il est pour l'instant. Il concerne le pays de manière générale. Effectivement, donc c'est vrai, votre cheval de bataille principal, c'est le développement de la gériatrie dans notre pays, mais bien sûr, vous donnez beaucoup d'importance à la formation continue dans ce sens, la formation, mais aussi un projet, un rêve, je dirais, d'une école. Proprement consacré à cela. C'est ça. Donc, il y a d'abord un plaidoyer à faire, même si on sait que le ministère de la Formation valide les programmes. Donc, c'est plus cette nomenclature qui doit être révisée pour que les écoles privées puissent former. Donc, on a, de notre côté, on a une conception de programmes, de cours, de livres qu'on donne gratuitement aux écoles privées. Donc, ce qui fait qu'on essaie un peu de stimuler le secteur, mais à partir du moment où on aura cette nomenclature, on pourra former sur de longues périodes, donc 6 mois sur une qualification. En parallèle, il y a la formation continue qui est importante. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sorti de la prise en charge sociale, parce que vous avez commencé un petit peu dans le domaine dans les associations. Absolument. L'aide aux personnes nécessiteuses. Le secteur, il a été, on peut dire, le secteur associatif était vraiment le gros cheminement de la carrière, mais après, ça reste, il y a un côté militant. C'est-à-dire, on a une entreprise, certes, mais on essaie d'aller vers le modèle d'entrepreneuriat social. Donc, c'est ça. Et puis, les familles demandent beaucoup de formation. Donc, j'y venais, j'allais dire, est-ce que la demande est visible? Est-ce que vous sentez une forte demande dans ce sens? Absolument. De notre côté, on a fait plusieurs sessions de formation continue, mais on arrête. Enfin, on a arrêté. On attend l'investissement pour ouvrir une plus grande structure. Donc, c'est en juillet que ça va se passer. Et là, que ce soit l'aide à domicile ou la formation. Donc on a mis en pause. Pourquoi? Parce qu'il nous faut des locaux, mais un maximum de collaborateurs et des grandes salles. Sinon, la demande est importante, et puis que ce soit en termes d'aide à domicile ou de formation. Est-ce que vous ouvrez ces formations aux individus dans la mesure où il y a peut-être des parents qui souhaiteraient être plus au courant des techniques, de la méthode de prendre en charge un parent et qui ne veulent pas, qui veulent jouer ce rôle et qui ne veulent pas de substitut?
Pour la famille, moi personnellement, par exemple, je fais des zooms, je parle en darja simple, j'explique l'Alzheimer, parce que connaître la question, c'est la moitié de la réponse. C'est-à-dire les aidants de domicile, ils sont très, très fatigués. Bon, c'est leurs parents, c'est obligatoirement de les prendre en charge, c'est une obligation, on va dire, mais ils sont un peu épuisés. Alors, on leur demande, heureusement qu'il y a entre parenthèses des associations qui les aident un petit peu, comme l'association Metnesanish, l'Alzheimer et Parkinson. Elle fait beaucoup de choses pour eux et elle a créé un groupe qui aide ces personnes au domicile, qui est sur Internet. Quand ils ont des questions, mon père, je ne sais pas pourquoi il me crie dessus. Voilà, on essaie de leur expliquer, ce n'est pas de sa faute, c'est la maladie, c'est l'Alzheimer. Comme ça, c'est plus ou moins, ils peuvent aborder cette maladie. Et voilà. Et après les auxiliaires, c'est-à-dire formation de l'auxiliaire, je pense que c'est très important parce qu'on voit une auxiliaire, parce que les familles les enfants, quand ils sont fatigués, voilà, ils ramènent une personne de l'extérieur, bien sûr toujours payée, et qui n'est pas formée. C'est-à-dire, c'est ce que Mahdi essaie de faire aussi, de former ces gens-là, parce que la formation est très importante, parce qu'il n'y a pas que de faire manger ou changer la protection, la couche. C'est-à-dire éviter les escarres, savoir bien faire manger la personne âgée, les troubles de la déglutition, les fausses routes, etc. etc. Voilà. Il y a eu une forte mobilisation de la société civile en faveur justement de l'introduction des auxiliaires de vie dans les écoles, avec tous ces élèves qui sont en difficulté, des dyslexiques par exemple, ou des personnes qui souffrent d'autisme, etc. Donc qui sont accompagnés sur le terrain. Donc est-ce qu'on va vers un métier avec son propre statut? Est-ce que pour ce qui relève des personnes âgées, est-ce que les auxiliaires de vie sont aussi acceptés ou peut-être soutenus par nos ministères de tutelle? Alors, tout à fait. Bon, il y a un statut particulier du personnel de la solidarité. Donc, c'est un bac avec 2 ans de formation. Sinon, dans le privé, à part la nomenclature, il y a la NAM, la nomenclature algérienne des métiers de l'emploi, qui inclut ce métier. Et est-ce qu'il est accepté? Oui, quelque part, quand les familles il n'y a pas beaucoup de frères et sœurs, c'est demandé. Ça permet aussi le répit, même si on a de la famille, un AVS peut soutenir sur certaines tâches. Sinon, en termes de reconnaissance, on va dire, de l'activité, il y a la nouveauté qui va arriver en janvier, c'est le statut de l'auto-entrepreneur. Donc vraiment, ça, c'est une bénédiction. Ça va permettre vraiment de mettre en lumière un peu ces intervenants avec des taux d'impôt très très bas, une facilitation dans l'accès au statut. Du coup, ça résout tous les problèmes quelque part. Donc, on n'attend pas vraiment un autre statut. Un statut particulier. Déjà là, ça va permettre de réglementer un petit peu le domaine. Exactement, de ne plus être dans le black, de plus, que ce soit les aides domestiques ou bien les auxiliaires de vie, donc tous les services à la personne. On a besoin de ce secteur-là, des aides à domicile, parce que des fois on me pose la question, on me dit maintenant on voit plus d'Alzheimer et tout ça. C'est pas qu'on le voit plus d'Alzheimer, maintenant il se voit parce que les familles algériennes, elle a changé. Avant on avait 8, alors tout le monde à la maison. La personne il y avait un relais, il y avait une Maintenant, présence. par exemple, 2-3 enfants en moyenne, une personne elle part, elle émigre et l'autre, voilà, il reste une personne. C'est pas facile. Des fois, je vois des couples, par exemple, laisser leurs parents fermer la porte, c'est-à-dire l'appartement sur leurs parents, voilà, et partir travailler parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et c'est compliqué. Alors, la prise en charge de cette personne âgée qui est en difficulté devient de plus en plus pénible et donc d'où le recours à une aide extérieure, effectivement. Tout à fait, oui. Voilà. Ça devient de plus en plus nécessaire. Des fois, je dis par exemple, quand il y a 4 enfants, par exemple, il n'y a qu'une seule personne en général, c'est la femme. Moi, dans mes formations, je dis la femme algérienne face. Voilà, c'est la plupart du temps, c'est la femme. Quand elle a des frères et sœurs, même s'ils peuvent pas. On devrait prévoir des trophées pour ces femmes. Voilà. Dans mes présentations, je dis la femme algérienne face à l'Alzheimer entre tabou et réalité. C'est-à-dire, voilà. Et je leur dis aux frères et sœurs, si votre sœur, par exemple, elle s'occupe de votre parent, vous ne pouvez pas intervenir, etc. Pour qu'elle prenne du repos, c'est très important qu'elle prenne du repos. Il faut la soulager sur d'autres tâches. Pas avec une auxiliaire. Oui, si vous ne pouvez pas venir payer une auxiliaire, ça coûte 40 000 dinars pour le mois, 9h, 16h.
cotiser 10 000 dinars, ça soulagera. Ça, parce que des fois, ils ne peuvent pas intervenir, mais ils peuvent aider avec c'est très intéressant, voilà. effectivement. Que le repos. Dans une fratrie de 4, il ne faudrait pas qu'il y ait une seule personne qui prenne en charge, par exemple, le parent âgé. Il faudrait qu'il y ait comme ça le soutien de tous. Et c'est vrai, le recours au financement d'un auxiliaire de vie, c'est pas mal. La solidarité familiale, c'est vraiment l'une des premières solutions face à la maladie d'Alzheimer. Et du coup, être structuré, avoir un bon dialogue qui permet de coordonner la prise en charge des parents, voilà, ça reste important. Donc, le côté psychologique, je pense, a son importance dans ces métiers et dans la formation de ce type de personnes donc, qui sont dévouées aux personnes âgées, n'est-ce pas, dans la mesure, parfois, par exemple, une personne âgée peut rejeter l'aide extérieure, peut être difficile à gérer dans la mesure où elle rejette tout ce qui ne fait pas partie de sa famille. Donc, il faut vraiment être un fin psychologue pour s'imposer. Alors, oui, allez-y. Les parents même, des fois, ils peuvent rejeter même les enfants. C'est-à-dire quand on a des troubles, c'est-à-dire des troubles cognitifs, Alzheimer, avec des troubles du comportement, ils ont même des fois les enfants, ils ont même des soucis avec leurs parents. Et je tiens à préciser, par exemple, les aidants au domicile, ils sont très très fatigués, épuisés. Et on peut dire, par exemple, un aidant qui a un parent, par exemple, Alzheimer avancé ou alité, c'est un GIR 2 qu'on appelle, c'est-à-dire c'est une échelle. GIR 2, c'est-à-dire alité ou trouble du comportement, c'est-à-dire, entre parenthèses, il déraille dans tous les sens. C'est du travail 6 heures par jour, tous les jours. Oui. C'est 168 heures, c'est-à-dire 24 sur 24 d'astreinte. Voilà. Et 55 heures par semaine. Nous, on travaille 40 heures. Parce que des fois, ils disent, ils lui changeraient la protection, ils lui donnent juste à manger, c'est rien. Mais le psychologique, très important. De voir son parent baver ou faire des selles, voilà. C'est-à-dire, c'est le psychologique très important. C'est pour ça que je dis aux frères et aux sœurs, par exemple, quand ils rentrent à la maison, ils ont leur sœur qui s'occupe de leurs parents. Arrêtez des critiques. Par exemple, mon père, il sent mauvais, n'a pas fait ça, tu n'as pas... Il faut valoriser le travail de votre frère qui fait. Essayez d'apporter un plus. Plus. Voilà, je dis par exemple dans mes formations, les visites dont on peut s'en passer. Ils ramènent leurs enfants, ils mélangent toutes voilà, c'est-à-dire après ils partent. Elle a son père ou sa mère, et en plus le travail qu'ils ont laissé. Le travail domestique. J'essaie de leur dire, faites attention à ça parce qu'on ne se rend pas compte. Oui. Voilà. Et les familles, les aidants m'envoient pour faire ce message-là, puisque je suis dans les médias, c'est-à-dire faites attention à ça. Voilà. Mehdi Talaboulma, vous alliez prendre la parole, et puis voilà, donc vous aviez envie d'apporter une réponse à cette vous parlez question. de la psychologie chez les intervenants. Oui. Donc, il faut savoir que la personnalité, il y a certains types de personnalités qui peuvent être favorisées, c'est-à-dire la personne introvertie, c'est quelque chose qui est recherché. Et en fait, il y a même la question de l'adaptation entre la personnalité de l'intervenant et de la personne âgée. Donc, on essaie vraiment d'avoir cette adéquation-là. Et puis, parfois, comme l'a dit Dr Kacher, le refus de la personne vient quand c'est de la famille, alors que quand c'est quelqu'un d'extérieur, il y a une certaine hashma, donc du coup, il se laisse faire, ça permet d'apporter une certaine objectivité, et du coup, voilà, ça soulage. Absolument. Surtout quand il y a ce qu'on appelle le concept d'aidant naturel sacrifié. Donc la belle-fille ou bien la sœur célibataire qui travaille autant et du coup, voilà, c'est quelque chose de particulier. Donc, il y a même des assos qui parlent de statut de l'aidant. Donc, c'est quelque chose qui est étranger. Là, on n'a toujours pas réfléchi sur ça. Mais ça reste quelque chose à développer ou à réfléchir. Donc, je pense qu'avec tous ces cycles de communication, de conférences qui sont organisés, peut-être qu'il y aura écho et réponse de la part des tutelles concernées pour aller vers ce statut particulier. Voilà, l'aidant, oui. Oui, éventuellement sur le court ou long terme. Donc, comme ça existe ailleurs, par exemple, l'enfant ou l'aidant, quand il est à la maison, il abandonne son travail, entre parenthèses, il est rémunéré même pour aider son parent. Absolument. Ça peut, parce que j'ai vu des ingénieurs, ils ont abandonné leur métier, ils se sacrifient à leur maman, et après, quand, entre parenthèses, elle décède, après 5 ans, 10 ans, elle a perdu le fil, elle ne va pas retrouver du travail. Voilà. C'est vraiment du sacrifice, comme il a dit.
Et il y a des femmes qui n'ont pas construit comment dire, leur propre foyer, qui ne se sont pas mariées pour pouvoir aider des parents âgés, faute justement d'aide et de structure d'aide par rapport à ces situations très particulières. En tout cas, merci de nous avoir permis d'avoir un éclairage sur la situation chez nous. Et je rappelle donc que vous êtes médecin gériatre, Monsieur Mourad Kacher, que vous êtes souvent présent pour apporter donc votre expertise à des formations qui seront bientôt diplômantes. Qualifiantes. Qualifiantes, diplômantes. Voilà, donc, bientôt. On vous souhaite en tout cas que les textes arrivent très vite pour que vous officialisiez cela. En tout cas, depuis 2 ans, vous êtes sur ce beau projet de centre de ressources pour vieillissement, donc un portail de gérontologie qui fait parler de plus en plus de lui. Et j'espère que cette séquence aura contribué aussi à ce que des personnes intéressées par tout ce dispositif mis en place puissent vous contacter également. Donc on vous contacte où ? Marhaba. Le nom, que ce soit portail de gérontologie ou Bouabat al-Mcheikhoukha sur Facebook. Et voilà, donc très bien. Très simple. Merci infiniment, parce que de toute façon, inutile de citer les autres structures ou les autres associations, parce qu'elles sont citées dans ce même portail, elles sont les relais et les partenaires immédiats donc, de ce centre de ressources pour vieillissement. Merci Mehdi Talaboulma donc, pour cet éclairage. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Je vous le disais au tout début d'émission que nous allions parler également d'entrepreneuriat dans cette émission. Nous allons d'abord planter le décor quelque part, une manière de le dire dans ce sens, avec Mariam Demis qui nous parle un petit peu de l'entrepreneuriat et de ces porteurs de projets de notre diaspora. Et on retrouvera juste après notre invité qui représente l'École nationale polytechnique. Lors de cette 2e journée, les experts algériens et étrangers ont partagé avec les étudiants leur connaissance des écosystèmes internationaux et leur expertise dans le domaine de l'entrepreneuriat. Un travail de networking qui sera assuré grâce à une nouvelle plateforme d'information lancée par l'association Diaspora, permettant de bâtir des passerelles entre les compétences algériennes ici et à l'étranger. Aujourd'hui, la communauté établie à l'étranger ressent la dynamique qui a été initiée par les autorités du pays et elle souhaite s'inscrire pleinement dans cette dynamique. Et pour cela, ce que nous souhaitons faire, c'est créer des synergies entre notre communauté établie à l'étranger et l'ensemble des talents qui construisent tous les jours l'Algérie de demain. Nous allons annoncer le lancement d'une plateforme qui mettra en contact les porteurs de projets algériens avec la communauté établie à l'étranger. Ils pourront échanger via message, via des vocaux, assister à des webconférences et tout ça sur une seule et même plateforme, la plateforme de Diaspora. Porter un projet, c'est pas forcément évident parce qu'il faut comprendre le besoin qui est adressé. Tu vois, par exemple, tu peux avoir une offre sur un certain produit, mais finalement pas de demande. Donc il n'y a aucun intérêt à positionner des acteurs ou des entrepreneurs sur ce type de projet. Par contre, quand il y a des manques au niveau de l'offre, alors que la demande est importante, là effectivement Diaspora va se positionner pour accompagner les différents acteurs, identifier finalement les acteurs qui sont les plus pertinents pour adresser un problème et du coup travailler sur leur business model, le mieux structurer, leur go-to-market. Un nombre croissant d'investisseurs établis à l'étranger expriment un vif intérêt pour investir en Algérie. Ils aspirent également à partager leur savoir-faire pour contribuer au développement économique. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'aimerais revenir en Algérie pour mettre à profit ces compétences et aider les entreprises algériennes à exporter et à ramener des IDE, des investissements directs à l'étranger, car je sais que c'est un des défis aujourd'hui de notre pays, de l'Algérie, pour pouvoir nous développer et Inch'Allah arriver au but que le gouvernement nous a fixé et que nous pouvons, je pense, largement relever, parce que l'Algérie, Inch'Allah, c'est un beau pays où on a énormément de compétences, de capacités et d'opportunités. Comment on s'organise justement pour rapatrier ses connaissances et ses capitaux en Algérie? D'abord, on ouvre le dialogue par des journées comme celle-ci où on va faire l'effort de repérer des projets à forte valeur ajoutée, de les accompagner et dans un second temps de les aider à rencontrer les bonnes personnes en vue de lever des fonds. On a des chercheurs qui sont dans des grands centres de recherche. Ils sont à la tête des centres de recherche. Si on récupère 10% de tous ces chercheurs, l'Algérie va devenir une puissance économique mondiale. Le climat d'investissement attractif et l'écosystème entrepreneurial favorable sont un must pour la création d'un riche tissu de start-up.
Les experts ont relevé que l'Algérie pouvait être compétitive dans le domaine des applications utilisant l'intelligence artificielle, un domaine où les entrepreneurs établis à l'étranger peuvent apporter leur expertise au profit des porteurs de projets locaux. Et justement, nous allons parler d'entrepreneuriat avec cette semaine écoulée qui a été consacrée à ce domaine en particulier, donc auquel a pris part notre université, les différentes institutions de formation professionnelle également. Donc aujourd'hui, nous allons surtout mettre en lumière l'effort consenti par l'École nationale polytechnique d'Alger, donc, dont le représentant est parmi nous. Il s'agit d'Abbassi Ayoub. Bienvenue. Merci madame. Vous avez pris votre café ce matin? Merci pour l'invitation. Non, moi je ne prends pas de café d'habitude. Voilà. Donc vous êtes enseignant à l'École nationale polytechnique et puis community manager pour cet établissement. Vous êtes également responsable de ce qu'on appelle le CDE, Centre de développement de l'entrepreneuriat. D'où un petit peu votre présence parmi nous ce matin à l'occasion de cette semaine de l'entrepreneuriat prise en charge par le collectif de l'école. Exactement. Donc la semaine de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est une semaine mondiale d'entrepreneuriat. Donc il y avait des activités relatives à l'entrepreneuriat et à la sensibilisation pour l'entrepreneuriat, pas seulement au niveau de l'École nationale polytechnique, mais au niveau de tous les établissements universitaires. Ça a été décidé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc de consacrer 3 journées de sensibilisation pour l'entrepreneuriat au niveau de tous les établissements universitaires. Également, pour Polytech, c'était du 12 au 14. Exactement, voilà, du 12 au 14, c'était pour tous les établissements universitaires, donc c'était des dates fixées par le ministère de l'Enseignement supérieur, par la tutelle. Et même le programme, il a été fixé par le ministère. D'accord. Donc il y avait aussi des activités d'autres qui ont été organisées par d'autres organismes, comme par le CREA, le syndicat des entrepreneurs, qui avait également organisé un événement au niveau du CIC relatif à l'entrepreneuriat. Il y avait des étudiants de notre école, porteurs de projets de start-up, qui y avaient pris part également à cet événement au CIC. Très, très importante, qui a connu aussi une participation africaine, il me semble. D'entrepreneurs et d'experts africains. Donc, on est aujourd'hui pour parler essentiellement de l'expérience au sein de l'École nationale polytechnique. Donc, durant ces 3 jours, il y a eu 3 thématiques qui ont été développées. Lesquelles sont-elles? On peut les rappeler, s'il vous plaît? Donc, tout d'abord, l'École polytechnique, bien sûr, comme vous le savez, c'est l'une des plus anciennes universités ou l'établissement universitaire en Algérie. Elle va bientôt fêter ses 100 ans. En 2025. Et donc, nous sommes également l'une des premières universités en Algérie à avoir un incubateur. Très bien. Nous avons déjà notre incubateur depuis pratiquement presque 10 ans. 10 années, donc nous sommes parmi les premiers, les précurseurs dans le domaine de l'incubation et dans l'entrepreneuriat innovant. Et même si on voit certaines expériences actuelles, de certaines start-up algériennes comme Yassir, les fondateurs de ces start-up sont des étudiants de Polytech, des anciens étudiants de l'École nationale polytechnique. C'est-à-dire que cet esprit d'entrepreneuriat innovant a toujours existé au niveau de notre école. Donc, justement, il y a un des volets qui sont développés nécessairement lors de ces 3 journées de sensibilisation, c'est celui de la présentation de ces modèles de réussite. Exactement. Donc, bien sûr, ce que nous avons fait durant ces journées de sensibilisation, nous avons suivi le programme fixé par la tutelle. C'est que la première journée était consacrée à l'entrepreneuriat innovant, à savoir celui des start-up. Les start-up qui sont des petites entreprises prenant un risque énorme, important et développant un nouveau modèle d'affaires. De nouvelles solutions, un nouveau modèle d'affaires. Ensuite, la deuxième journée était consacré à l'entrepreneuriat classique. L'entrepreneuriat classique, c'est l'entrepreneuriat en général. Il ne s'agit pas forcément d'innovation. Alors des petites entreprises, micro-entreprises ou des PME ou même des entreprises de taille importante, mais qui développent un modèle d'affaires déjà testé et connu. D'accord. Et enfin, le dernier jour, nous avons abordé lors du dernier jour certaines expériences réussies
d'actuelles ou d'anciennes startups qui ont été lancées par des étudiants de l'école. Et donc voilà, actuellement, bien sûr, malheureusement, il y avait certains de nos étudiants qui participaient à ce moment-là à d'autres événements, comme celui du CIC, comme j'ai avancé tout à l'heure. Voilà. Donc, ils ne pouvaient pas présenter leur start-up au niveau de l'école, mais on l'a fait parfois à leur place. Mais c'est quand même valorisant d'avoir ces éléments dans une organisation d'une autre ampleur, comme celle justement initiée par le syndicat des chefs d'entreprise. Exactement. Donc, voilà. Et même qui le regroupe président justement de la un République panel avait pris part à d'entreprises. cet événement. Oui. Lors du dernier jour, donc le président de la République était présent au niveau du CIC. Il avait même visité les stands de certaines startups et entreprises. Donc voilà, c'était un événement d'une ampleur assez importante. Et nous, au niveau de l'école polytechnique, on participe toujours à ce genre d'événement. Même il y avait une dizaine de jours, le 6 et le 7 novembre, on avait participé à un événement au niveau de l'école supérieure de commerce de Coléa. C'était aussi une occasion de rencontre entre les industriels et les porteurs de projets. Les industriels, il y avait le CIMI, un syndicat également patronal, où voilà, ils ont exposé leurs problématiques dans des ateliers en rencontrant des étudiants intéressés par le lancement de start-up ou de projets. L'idée, c'était de développer, c'est-à-dire par rapport aux problématiques qui vont être exposées par les industriels, les étudiants auront des idées pour développer des projets de start-up. Je trouve ce type de démarche très intéressante dans la mesure où on a souffert pendant quelques années dans le pays d'un chômage persistant de nos éléments sortis justement des universités et qui ne trouvaient pas de perspective parce qu'il n'y avait pas de réflexion par rapport à l'offre et la demande. Et là, on a carrément un contact direct avec cette demande et pour pouvoir placer une offre intéressante de nos universités. Exactement. Donc, d'ailleurs, cela a été souligné à maintes reprises par le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre, par aussi le responsable de la Commission nationale de coordination pour l'innovation. Et donc, l'objectif, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, le secteur de l'enseignement supérieur va aller beaucoup plus dans l'encouragement de l'entrepreneuriat, en particulier l'entrepreneuriat innovant chez les jeunes étudiants. Et puis se basant sur des données réalistes, c'est-à-dire un marché qu'on connaît maintenant, qui a sa visibilité dans l'université, chose qui n'existait pas avant. C'était beaucoup plus théorique et maintenant on est vraiment dans le côté pratique de la chose. On imagine déjà la perspective pour tous ces étudiants. Exactement. D'ailleurs, la perspective pour nos étudiants, donc franchement, si on parle de l'école polytechnique, ils ont beaucoup d'idées. Donc on a des étudiants vraiment qui ont des idées innovantes, qui ont développé, on a d'ailleurs maintenant actuellement 10 demandes de brevets d'invention, 10 dépôts. C'est pas mal. 10 étudiants qui ont déposé des demandes de brevets d'invention qui sont toujours en cours, mais qui ont développé des idées nouvelles. On a également des étudiants qui participent régulièrement à des concours. On a des étudiants qui développent des robots, qui développent des drones et qui participent régulièrement à des concours, même à l'étranger, même en France, même dans d'autres. Et ils ont remporté des prix. Plusieurs prix ont été remportés. On en a reçu quelques-uns l'année dernière. Oui, exactement, par nos étudiants. C'est-à-dire l'innovation, donc au niveau de notre école, elle est toujours là. Alors nous, ce qu'on fait au niveau de l'incubateur, au niveau du CDE, c'est l'accompagnement des étudiants. Donc nous, c'est juste, on les accompagne, on leur offre on leur assure des formations, business, exactement. On les arme pour pouvoir réaliser, concrétiser leurs idées. Parce que moi, c'est ce que je leur dis toujours, c'est que les idées, vous avez des idées innovantes et tout, il faudra juste savoir mettre cette idée, c'est-à-dire et à quel bout s'accrocher pour démarrer. Exactement, et la mettre la concrétiser dans un marché et savoir comment la rentabiliser. Parce qu'après tout, une idée, il faut savoir la transformer en un produit ou en un service qui va être vendu ou qui aura une demande sur le marché. C'est ça l'objectif et la finalité. Sinon, les idées innovantes, les étudiants, ils en ont beaucoup. Et même cette année, Inch'Allah, peut-être. Donc l'année passée, c'était
La première année avec l'arrêté 1275 ministériel, où les étudiants pouvaient créer des start-up et soutenir, c'est-à-dire au lieu de soutenir un PFE, un projet de fin d'études de la manière classique seulement, l'étudiant pouvait soutenir un projet de start-up, un projet de création d'une nouvelle entreprise. L'année passée, bien sûr, c'était la première fois où les étudiants, c'est-à-dire n'avaient pas l'habitude vraiment de procéder de cette façon-là. Donc on avait seulement une douzaine de porteurs de projets en 2022-2023. Mais cette année, Inch'Allah, 2023-2024, on espère en avoir beaucoup plus. Voilà. Ce chiffre va augmenter. D'ailleurs, dès maintenant, nous avons déjà des étudiants intéressés par la création de start-up. Et on a même parmi ces étudiants-là, on a 2 étudiantes par exemple, qui ont déjà remporté plusieurs prix par rapport à l'idée qu'ils veulent développer. Ils ont remporté récemment un prix, le premier prix lors d'un concours organisé par Holcim Algérie. Donc Holcim avait organisé un concours pour la meilleure innovation étudiant, et ces étudiantes-là ont été retenus, leurs idées ont séduit, et puis j'imagine qu'ils essaient maintenant de labelliser ces concepts et de leur donner vie dans le marché, etc. Voilà, concrètement. parce que l'objectif par la suite, donc pour vraiment, c'est-à-dire au début, l'étudiant, quand il a une idée, on parle d'un porteur de projet, on l'appelle porteur de projet. C'est-à-dire on ne peut pas parler de start-up jusqu'à ce que ce projet-là soit labellisé par le ministère des start-up et des PME et de l'économie de l'innovation. Donc il y a une commission là-bas au niveau du ministère. L'étudiant présente sa demande, il met en place son prototype et tout. Et par la suite, la commission ministérielle va décider de lui apporter le label de start-up. Et à ce moment-là, ce sera une start-up. Donc il passe de l'étape de simple porteur de projet à start-up. Voilà. En tant qu'enseignant de l'École nationale polytechnique, vous êtes aussi community manager donc, de Polytech. Que pensez-vous d'une telle rencontre, donc cette semaine de l'entrepreneuriat? Est-ce que vous ressentez son utilité, puis voilà, votre regard d'enseignant par rapport à ce type d'initiative? Bien sûr, donc ce sont des initiatives à encourager, et voilà, nous, c'est-à-dire au niveau de l'école, nous avons organisé quand même ces 3 journées de sensibilisation. Même il y avait des intervenants, des enseignants qui se sont intervenus pour expliquer la différence entre entrepreneuriat classique et innovant, pour armer les étudiants de certains concepts en marketing aussi. Moi-même, je suis intervenu pour parler de l'aspect marketing des projets, parce que peut-être c'est ça qui manque les étudiants, comme je disais tout à l'heure. Ils ont les idées, mais pas seulement les étudiants, même les entreprises qui existent déjà sur le marché, c'est un aspect qui ont un manque à gagner, qui reste à ne pas négliger. Donc voilà, ce sont toujours des initiatives à encourager. Et nous, c'est-à-dire tout au long de l'année, c'est pas seulement durant les journées de sensibilisation ou durant la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qu'on organise des activités, mais tout au long de l'année, on est actif, on participe. Donc que ce soit nous-mêmes, les enseignants ou le staff de l'incubateur et du CDE, ou nos étudiants également qui sont très actifs et très dynamiques, comme je disais tout à l'heure, ils participent toujours à des concours nationaux ou même parfois internationaux. Ils sont très motivants, on les a souvent reçus, et c'est un plaisir d'avoir les représentants des clubs scientifiques et de Polytech qui sont d'un dynamisme extraordinaire, qui sont vraiment au diapason des grandes universités de ce monde. Voilà, même au niveau des clubs, bien sûr, les clubs organisent aussi leurs événements sous l'égide de l'école, bien sûr, mais ils sont très actifs également, les clubs au niveau de l'école. D'accord, bon vent pour toute la suite et puis pour le travail aussi accompli sur les réseaux sociaux pour mettre en relief, donner de la visibilité aux activités et aux actions justement de Polytech. C'est très important aussi. Voilà, c'est ce qu'on fait au niveau des réseaux sociaux. Voilà, je suis community manager. Oui, allez-y. Je suis community manager de l'EMP. Oui. Alors, voilà, c'est-à-dire... Nous, au niveau des réseaux, sur les réseaux sociaux, on partage toujours les informations. Oui. Chaque fois qu'il y a un prix remporté par un étudiant, un concours auquel des étudiants ont participé,
On publie ça toujours, cette information sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur Instagram aussi, parce que Instagram peut-être il est plus suivi par les étudiants, par les jeunes étudiants. Donc toujours on ne rate pas l'occasion d'assurer la visibilité pour tous ces types d'événements, même avant cette semaine d'entrepreneuriat, avant les 3 journées de sensibilisation, on avait présenté le programme et on avait publié sur les pages, les réseaux sociaux de l'école. Pour toujours assurer plus de visibilité et peut-être même attirer les étudiants. Donc susciter l'intérêt des étudiants contre d'autres étudiants maintenant qui ne sont pas encore arrivés à la 5e année, mais qui vont voir voilà, les autres qui sont en 5e année sont en train de participer à des concours. Voilà. Alors, ils peuvent être motivés par ça, voilà, et dire pourquoi pas, moi aussi je vais faire ça en 5e année. Absolument, c'est ça donc l'objectif. C'est stimulant, c'est motivant pour les étudiants et ça ouvre devant eux donc plein de perspectives et puis voilà, vers la réalisation de leurs rêves. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Abbassi Ayoub. Vous êtes enseignant dans cette école nationale polytechnique, community manager également pour Polytechnique, et puis responsable de ce qu'on appelle le CDE, Centre de développement de l'entrepreneuriat. Vous êtes intervenu ce matin à l'occasion de cette semaine de l'entrepreneuriat initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur, et puis qui a touché bien sûr toutes nos universités et écoles de formation. Merci infiniment. Je vous remercie aussi. Merci à tous ceux qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Nous n'avons eu de cesse de rappeler un petit peu cette situation préoccupante à la bande de Reza. Donc 12 000 martyrs cette semaine, dont 5 000 enfants. C'est un bilan qui s'alourdit de plus en plus et qui pousse aussi à cette réaction à travers le monde, dans différentes régions du monde. On réagit face à cette barbarie et on dit non et on appelle à un cessez-le-feu. Donc ce matin, Yazid Ait Mahiddin interviendra dans son espace éditorial par rapport à Gaza. Mais avant, nous allons d'abord voir un petit peu, faire un point de la situation à Gaza avec ce reportage réalisé par nos collègues du service information. La barbarie sioniste ne cesse de gagner en intensité. Des bombes au phosphore blanc interdites au niveau international ont été larguées en plein jour sur une école qui abrite des milliers de personnes déplacées, en plus des enfants, des blessés et des malades. Les cadavres jonchent les rues. Désormais, Gaza n'est qu'un cimetière à ciel ouvert. Malgré les efforts déployés par la propagande sioniste pour justifier ces actions, la solidarité internationale a exposé la narration éculée basée sur la victimisation et la quête d'une fausse paix régionale. Même si le Conseil de sécurité de l'ONU avait appelé à des pauses et couloirs humanitaires de quelques jours dans la bande de Gaza, mais en vain. Plusieurs pays ont réitéré leur ferme condamnation aux attaques des forces d'occupation sionistes contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, affirmant que les agressions ne sont ni proportionnées ni légales et contredisent les principes de la Charte des Nations Unies. Pourquoi vous n'avez pas réagi depuis 17 ans contre l'occupation militaire qui a érigé la plus grande prison à ciel ouvert dans le monde, un centre de détention où des citoyens de ce monde sont oubliés et ils souffrent au quotidien. Et aujourd'hui, vous faites preuve d'une insouciance insupportable. Sur ces images, des militants britanniques attaquent une des usines qui alimente les sionistes en armes, tout en réclamant sa fermeture. Chaque seconde, le nombre de victimes augmente, mais les Gazaouis tentent tant bien que mal de poursuivre leur lutte et essayer de survivre pour faire face à cette situation catastrophique, malgré le manque des moyens les plus élémentaires. Notre correspondant à Gaza, Wissem Abou Zeid, décrit des scènes d'horreur incessantes vécues par des civils sans défense, pris pour cible par l'occupant.
Je dormais et je me suis retrouvée sous les décombres. Je pensais que je rêvais. J'ai essayé de bouger, mais je ne pouvais pas. J'ai crié fort pour qu'on m'entende et qu'on me sauve. Ensuite, mon pied a été amputé. Ce qui me fait le plus mal, c'est que le pied de ma fille soit amputé. Je n'arrive pas à décrire cette douleur. J'appelle la communauté internationale de nous aider à faire face à ces massacres. Je dormais paisiblement avec ma fille en essayant de la rassurer dans mes bras. Face aux massacres commis à l'encontre des civils palestiniens, des manifestations d'une ampleur sans précédent battent le pavé chaque jour à travers le monde et ne cessent de se multiplier, exprimant ainsi une solidarité sans faille envers les Palestiniens, tout en réclamant le cessez-le-feu immédiat, car rien ne semble arrêter la machine de guerre sioniste dans sa folie meurtrière. Voilà, c'est toujours très Free Palestine. Oui, c'est vraiment l'espérance de toute personne éprise de justice à travers ce monde. Donc on voit les élans, une cascade justement de belles réactions en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, donc dans toutes les grandes villes de ce monde. Oui, il évade la noblesse de cette cause palestinienne. Absolument. Il faut rappeler que... On ne s'est pas dit bonjour. Hein. Si, on se dit en coulisses. Bonjour. Bon, on va le faire quand même devant les téléspectateurs. Bonjour. Effectivement, ça fait plus juste. Donc bonjour Yazid, ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour. Donc je voulais dire qu'il fallait remonter donc, au début de la Nakba pour essayer de comprendre cet élan de solidarité avec les Palestiniens, parce que c'est une cause juste, parce que toutes les résolutions, toutes les conventions internationales plaident pour la justesse de la cause palestinienne. C'est vrai qu'au début, la cause était plutôt... Il y avait plus d'un engagement arabo-musulman. En fait, au début, c'était cet esprit de la communauté musulmane, de la communauté arabe. En fait, mais après... Qui connaît ce problème et qui le connaît en profondeur. Absolument, parce que c'était... D'ailleurs, on parlait d'un conflit israélo-arabe, mais aujourd'hui... C'est plus un conflit, c'est plus une guerre, c'est une occupation. C'est une occupation, c'est un crime contre l'humanité, tout simplement. Absolument. Et ce crime contre l'humanité, en fait, il a ses origines. Et ça a commencé à Tel Zatar, ça a commencé à Dir Yassin, ça a commencé à Sabra et Shatila. Et je voulais dire que peut-être dans les années 60, 70, il y avait un engagement un peu de la gauche, des socialistes, à l'époque des deux blocs, de l'URSS, de la polarisation, de la bipolarisation. En fait, c'était un engagement plutôt de cet esprit che-guévarien, de lutter contre l'impérialisme, de lutter contre le colonialisme. Et aujourd'hui, grâce à des militants, grâce à des engagés, je parle surtout de Edouard Yassin, Edouard Saïd, le Palestinien, l'Américain d'origine palestinienne, qui a déjà plaidé pour que les Palestiniens aillent chercher dans les milieux libéraux, au sein des esprits libres, pour un peu cultiver cet amour pour la Palestine, cet amour pour cette noble cause palestinienne. Et puis il y a eu aussi des gens comme Noam Chomsky, qui était l'un des pères spirituels de Edouard Yassin, ce grand linguiste qui a aussi défendu la Palestine, qui a défendu les causes justes dans le monde, même la cause du climat. S'il y a quelqu'un qui défend le climat et la biodiversité dans le monde, c'est Noam Chomsky. Et puis il y a aussi cet engagement pour boycotter Israël, ce BDS, ce boycott Israël. Il y a une personnalité justement qui est très investie dans la protection de la planète et de l'environnement, c'est Schwarzenegger. Oui, bien sûr. Et on voit que la cause, la noble cause de la Palestine, elle est... On retrouve ceux qui défendent, en fait, la planète défend également la Palestine. Noam Chomsky, Arnold Schwarzenegger et d'autres. Et je voulais dire aujourd'hui, par exemple, j'ai choisi Noam Chomsky qui a donné une interview sur les plateformes sociales, et il parle un petit peu de ces Palestiniens qui ont le droit,
par rapport au droit du retour, par rapport à ces millions de Palestiniens qui ont vécu la Nekba, qui aujourd'hui vivent un remake de cette Nekba. Il rappelle que malgré les résolutions internationales, les conventions, notamment l'article 194 du droit au retour, où il rappelle aujourd'hui, parce qu'il y a des soutiens à Israël, il y a des soutiens américains surtout à Israël, et c'est pour ça Surprise justement pendant ces événements Yazid, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il y a eu ce documentaire qui a dévoilé des témoins israéliens qui ont vécu cette Nekba et ces exactions perpétrées contre la population de Deir Yassin, entre autres, et autres endroits. Oui, donc c'est un documentaire qui a mis en avant toute cette horreur déjà perpétrée il y a... Vous tendez la perche parce qu'au début, dans les années 30, les années 35, quand il y avait ces organisations terroristes, l'Irgun et le Haganah qui commençaient à s'investir pour recevoir, pour accueillir des Israéliens d'un peu partout dans le monde en disant que c'est une terre sans peuple et nous un peuple sans terre, etc. Et finalement, il y a une partie qui a trouvé qu'il y avait un peuple, en fait, qui vivait, qui avait des traditions, qui avait toute une culture, etc. Donc, il y a eu des combats, il y a ceux qui sont retournés chez eux, donc ils ne sont pas restés. D'autres, c'était en fait le sionisme, en fait, c'était... il leur a vendu du mythe, en fait, parce qu'aujourd'hui, ils vivent dans la guerre. Aujourd'hui, ils ne veulent pas vivre dans la paix. Et c'est pratiquement, c'était de la colonisation, c'était des colons. Il y avait un petit peu de un mythe comme ça de Saint-Simonien pour s'installer, pour faire une vie, pour construire, pour faire des kibbutz, etc. Mais finalement, c'était contre un peuple qui était là. C'est pour se transplanter par carrément un corps qui est étranger à cette terre, en fait. Et je voulais rappeler ce qu'a dit donc Noam Chomsky, parce qu'on a choisi avec Souhila un passage sur ce... Nous allons le voir. You take my water, burn my olive tree, take my house, take my job, steal my land, imprison my father, kill my mother, bombard my country, starve us all, humiliate us, but I'm to blame. I shot a rocket back. Donc, il résume tout, en fait, dans ce texte. Free Palestine. Donc, Noam Chomsky, il rappelle un peu cette victimisation d'Israël. Ils font tout, et ils disent que les autres qui sont la cause, en fait. Ils pointent du doigt les Palestiniens. À ce droit, justement, ce droit de réponse, et qui n'est pas du tout justifié de par tout ce passif, tout cet héritage de violence qui sont perpétrés contre un peuple, justement, qui mérite la vie, qui mérite la liberté. Et c'est vrai que ce qui a été frappant, c'est une première fois qu'on voit les Amérindiens s'attacher autant à une cause et la défendre, voilà, avec toutes ces marches organisées aux États-Unis. Oui, les Amérindiens qui étaient victimes aussi de Mission. Ils ont subi la même chose. Oui, ils ont subi ce qu'on a... Mission, ils ont subi cette colonisation, cette extermination. Ces missionnaires qui sont venus leur donner le crucifix et les tuer, pratiquement les décimer. Les décimer, en fait. Décimer des tribus entières. Oui. Et parmi ces hommes qui ont soutenu la Palestine, c'est Arnold Schwarzenegger. C'était très très fort ce qu'il dit. Et il rappelle en fait que les Palestiniens have the right to live, have the right to have a country. Et vraiment, on le voit comment il soutient cette cause palestinienne. Bien sûr, c'est une interview qu'il a donnée tout en parlant déjà sur la noble cause du climat. Comment lutter contre, comment le complexe militaro-industriel et toutes les sociétés, comment ils polluent le ciel et la terre et l'air, et comment Israël pollue l'air des Palestiniens aussi. Et il rappelle aussi que les Palestiniens ont droit à la vie, ont droit à avoir un État. Innocent people were killed and tortured and burned
But at the same time, we have to recognize that there Donc, needs to il be rappelle aussi que les Palestiniens ont été torturés, ont été tués, on leur a tout détruit. On l'a vu, on est à plus d'un mois de ce qui s'est passé. Donc depuis le 7, c'est pas depuis le 7 en fait, depuis 48 qu'ils subissent, depuis 48 qu'ils ont été mutilés, qu'ils ont été torturés, qu'ils ont été tués, qu'ils ont été emprisonnés, qu'ils ont été pratiquement chassés de leur terre. En 48, voilà, on a détruit des villages entiers. Puis là, on continue de s'attaquer à des écoles. Là, il y a eu des massacres cette semaine dans des écoles, dans des hôpitaux. On a eu des centaines de personnes décédées cette semaine dans des structures qui n'étaient pas censées être bombardées du tout. Et ça, vraiment, ça secoue l'opinion publique à travers le monde, et toutes ces personnes éprises de justice et qui défendent des valeurs dans ce monde sont en train de dire non et appeler à un cessez-le-feu. Oui, parce qu'avant, en fait, c'était les arènes, c'était dans les arènes du côté, enfin, de l'ONU, de l'Union européenne, etc. En fait, c'était en fait les establishments qui décidaient en fait du fait d'une position, d'une résolution, etc. Mais aujourd'hui, l'opinion, il a son poids. L'opinion, elle est là à faire basculer les choses. Et j'espère que les choses vont enfin, la justice. En fait, l'Algérie, on est resté 132 ans sous l'occupation. Mais en 5 juillet 62, on était libre. Et la nuit coloniale était longue. Elle était longue, 132 ans, et 7 ans pour justement se libérer complètement de cette... Parce qu'il a fallu vraiment beaucoup de sacrifices, 1,5 million de Chouhada. Et puis là, les Gazaouis sont en train de payer le tribut de la liberté à leur tour, et d'une façon encore plus violente que ce qu'on a... En parlant de solidarité, parmi les icônes de la musique, c'est Roger Waters, de Pink Floyd. Oui, tout à fait. Lui, il n'a pas cessé depuis le début des bombardements sur Gaza. Il n'a pas arrêté. Il a dénoncé l'injustice, le deux poids, deux mesures depuis le début, et il n'arrête pas de communiquer par rapport à cela. Et en même temps, il subit un harcèlement donc, de la presse sioniste. Il a été accusé d'antisémitisme, mais il explique que lui, il s'oppose à l'occupation israélienne. Il s'occupe à l'apartheid. Il le rappelle que les Palestiniens, selon les résolutions internationales, notamment la 242 des Nations Unies, sur le droit à la résistance, il le dit que les Palestiniens subissent une occupation depuis 1948. Et toutes les résolutions sont en faveur des Palestiniens, mais aucune n'a été appliquée. Il rappelle qu'ils ont le droit à la résistance parce qu'ils ont été tués, ils ont été mutilés, ils ont été chassés de chez eux, et leur terre a été occupée. Et puis il y a eu la colonisation, les implantations des colonies, il y a eu la Nekba, il y a eu la Neksa. En fait, il rappelle un peu le droit à la résistance des Palestiniens. D'ailleurs, il était un témoin, il a été sur les lieux. Voilà, le fait de dire apartheid, déjà, ça, voilà. Il a été sur les lieux, et puis il a même animé récemment un grand concert à Paris où il a dénoncé aussi l'occupation israélienne, et il donne son avis. Il rappelle aussi que ces amalgames entre antisémitisme et antisionisme et anti-occupation, lui, il n'est pas antisémite, mais il est anti-occupation israélienne. Voilà. Youssef Bassem avait subi les mêmes pressions, lui qui a aussi été un petit peu marginalisé depuis sa prise de position au début de ces bombardements. Et puis voilà, lui il a dénoncé par l'humour et il continue de le faire. Il est carrément, il est drôle avec son sarcasme, comment il répond, comment il pratiquement, le pire, il n'a rien compris. Pire, s'il ne trouvait pas les mots, parce qu'il le renvoyait à des choses vraiment terre à terre. Il leur dit, c'est des choses, pratiquement quand il dit que moi j'ai la famille là-bas, et puis ils ont célébré Halloween sur des bombes, etc. C'était vraiment drôle, mais c'est de l'humour noir. C'est leur expliquer comment ce monde n'est pas sérieux, en fait. Absolument. Il a été reçu une seconde fois cette semaine par Pierce, donc qui justement a vu l'impact qu'a eu cette première interview, et donc il voulait
justement encore offrir la parole à ce grand homme, justement, qu'on salue vraiment bien bas à cause de ses prises de position. On salue bien bas tous les journalistes vraiment palestiniens qui sont tombés au champ d'honneur cette semaine. Et puis pensez aux enfants palestiniens et aux mères aussi, les femmes palestiniennes, parce que demain on célèbre la célébration de la Convention internationale de la protection des enfants, et Dieu sait comment ces enfants, comment ces Palestiniens souffrent, comment ces enfants, comment ces kids palestiniens souffrent. Il y a un spot de l'ONU par rapport, le NFPA, donc de Nations Unies, par rapport à ces femmes qui risquent d'avoir des enfants à n'importe quel moment. C'est des enfants prématurés. Les césariennes ont été pratiquées sans anesthésie, il faut le dire. Il y a eu ablation de l'utérus pour beaucoup de femmes palestiniennes, hélas, parce que pour éviter l'hémorragie interne, ils étaient obligés de passer par cet acte quand même très très douloureux. Beaucoup de naissances de prématurés dans des conditions très très difficiles, parce que les hôpitaux ont été bombardés. Il n'y a plus d'hôpitaux. Ce sont des médecins sans frontières l'ont confirmé cette semaine. Il n'y a plus de possibilité de prise en charge de blessés. Oui, même le grand chirurgien norvégien Gilbert qui nous a rappelé la dernière fois la situation désastreuse, tout le système de santé palestinien qui a été carrément démantelé. Et demain, on célèbre la journée mondiale de la Convention de la protection des enfants. Et les enfants palestiniens ne sont pas à l'abri. Vous parliez des mamans, ces mamans qui notent les noms et les références voilà, sur les membres de leurs propres enfants, et qui n'arrivent pas à leur répondre parce qu'un enfant est curieux et il dit pourquoi tu écris. J'imagine, mettez-vous à la place de cette maman, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Tu vas mourir, tu as un projet de shahid et on doit te reconnaître. Il y a aussi ces instincts de survie incarnés par ces enfants qui, malgré le bombardement, malgré tout, ils arrivent à... Voilà. Pensez à tous les enfants palestiniens, et on termine avec Cheikh Imam dans la rubrique Nostalgie, où j'ai retrouvé cette chanson sur la Palestine. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis voilà, on termine avec cette voix qui résonne fort.